Si maman me voyait comme ça, qu'est-ce qu'elle penserait de moi? À nous voir flotter au vent, qu'est-ce qu'elle dirait, maman? Ça vous fait quoi de venir chanter dans votre région natale? Ça vous fait pas un drôle d'effet? Drôle d'effet? Un drôle d'effet? Un drôle d'effet? Un drôle d'effet? Un drôle d'effet, 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 un drôle d'effet! Quand j'ai rencontré Philippe Catherine, il avait moins cette image excentrique parce qu'il n'avait pas encore manifesté, il ne l'avait pas encore manifesté de façon aussi explicite. Maintenant, c'était plutôt une sorte de dandy, donc il était déjà assez à part, mais c'était donc fin des années 90, donc c'était un peu différent. Voilà. Mais effectivement, c'était quelqu'un dont j'ai tout de suite perçu la singularité, une espèce de nonchalance, d'élégance mélangée avec des choses plus triviales, et puis quelqu'un d'assez doux, d'assez secret sous ses airs, un peu à l'opposé de l'image publique qu'il a pu donner plus tard, et une séduction assez comme ça, difficile à appréhender ou à nommer, mais qui était réel quoi, pour moi, et qui s'est... Alors après, il a changé en cours de route, physiquement, il a changé de personnage, mais en revanche, dans nos rapports, enfin moi tel que je le connais, il n'a pas changé. C'est-à-dire que par exemple, le succès ne lui a absolument pas fait tourner la tête, ou il n'a pas changé. Alors, il a changé artistiquement, si on peut dire, il a évolué artistiquement, mais personnellement, c'est quelqu'un qui est resté semblable à lui-même. Et j'ai surtout perçu l'idée que c'était je ne sais pas si c'est le mot acteur qui convient, mais une sorte de médium ou d'interprète idéal pour moi, quoi. C'est-à-dire comme une espèce de, j'imagine, de double possible ou de double idéal. Et sûrement parce que, comme j'aime à le dire, j'ai beaucoup d'intérêt, d'attrait pour la musique, mais je ne suis pas musicien moi-même, donc je comble cette frustration en mettant en scène des musiciens, et en particulier lui. On part d'un personnage qui est un peu Philippe Catherine. La tenue fait un peu penser à la tenue de Robot après tout, à la tenue de la tournée de Robot après tout. Le côté un peu justement exhibitionniste. Bon voilà, là on est un peu dans la représentation. Et mon idée c'était de partir de cette représentation pour aller ailleurs. J'avais besoin, je pense aussi, de ce début un peu tonitruant ou nerveux ou bizarre pour changer aussi de vitesse et de tonalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le film devient beaucoup plus lent. Et c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on est bloqué. Donc, parce que là, voilà, il traverse une nature qui est censée l'amener de l'autre côté du miroir. Et là, il arrive chez ses parents. De l'autre côté du miroir, c'était chez ses parents, donc un peu chez lui quand même. Et là, évidemment, il est bloqué. Donc, il y a un côté pétrification où on est bloqué. On revient dans une espèce de flashback permanent, fin des années 70, début des années 80. On est bloqué dans ce territoire qui devient clos sur lui-même, un village, une ferme, bon, des routes, mais on ne peut pas en sortir. Et donc le film change à la fois on poursuit le cauchemar, et qui prend une autre tournure, mais en même temps on change de rythme très fortement. C'est un film qui mélange pas mal de genres différents, parce qu'il y a une forme de comédie, il y a quand même des choses qui vont pratiquement vers le mélodrame, ou en tout cas vers le drame, il y a un peu de comédie musicale, il y a un peu on pourrait dire de science-fiction, toute proportion gardée, enfin bon, de fantastique en tout cas. Donc tout ça est un mélange un peu bizarre, qui est important pour moi dans le film, mais j'étais attentif aussi à ce que cette bizarrerie ne soit pas une bizarrerie gratuite, une bizarrerie pour la bizarrerie, quoi. Ça doit être un tout petit peu... flippant, oui, si on peut dire, ou angoissant. D'une certaine manière, ça doit l'être un peu. En tout cas, on doit pouvoir se projeter dans l'expérience du personnage comme en se disant, à la fois j'aimerais bien être à sa place, mais en même temps j'aimerais pas être à sa place. C'est-à-dire que parce que c'est ça l'expérience du retour au pays natal tel qu'il l'a fait dans le film. C'est quand même un cocon. C'est-à-dire on redevient enfant, adolescent. Il y a une maman qui est assez enveloppante comme ça,
on s'occupe un peu de vous, bon, on est un peu comme ça dans un espèce de moment où on régresse gentiment, doucement, ça peut être agréable. Et en même temps, quand on y réfléchit bien, c'est quand même un peu l'horreur aussi, quoi. Y a plus d'eau! Putain! Maman, y a plus d'eau! Pour résumer, je dirais qu'on part de quelque chose de très, voilà, de très, peut-être là du coup un peu déjanté, bizarre, absurde, et qu'on arrive peu à peu vers des rivages qui sont plus communs à tout le monde, plus partageables, plus universels peut-être. Vous avez l'air très amoureux avec papa. Ça te surprend? Bah, j'avais pas gardé ce souvenir-là. Mais il s'est passé des choses pendant ton absence. Quand j'ai arrêté de travailler, ton père a vendu les terres. Alors on s'est retrouvés tous les deux, en se demandant quelle serait la suite. Il y a eu des gestes nouveaux, une tendresse inattendue. Comme ça, presque sans s'en apercevoir. J'ai découvert cette ferme dans les repérages. C'est surtout l'extérieur qui m'intéressait. Parce que c'était un décor de western quasiment pour moi, quoi. Et c'était assez intéressant. J'avais cette idée un peu fantasmée aussi voilà, que ça pouvait être aussi quelque chose qui avait à voir avec le western, ce retour aux sources, là, back to the roots. Et il y avait deux ouvertures, deux arches comme ça qui ouvrent l'espace à gauche et à droite et qui permet de jouer sur une ligne de fuite considérable, qui était vraiment intéressante aussi pour moi. Alors cette arche, elle permettait à la fois de mettre en scène l'arrivée, les entrées, les sorties des personnages et en particulier de Philippe, notamment son arrivée improbable dans cet espace-là, où il passe l'arche et c'est comme un passage à nouveau. Une série de passages dans ce film, mais celui-là était très important. Et donc, pour en venir à une scène très importante, qui est celle de la coupe de cheveux entre la mère, Aurore Clément et Philippe, quand j'ai vu ce décor, évidemment, l'intérieur était tout à fait possible pour cette scène, qui était écrite donc qui était écrite pour la cuisine, en gros, quoi. Parce que c'était plus réaliste, d'ailleurs, qu'une mère coupe les cheveux de son fils dans la cuisine. Bon, ça paraissait logique. Mais la logique n'est pas toujours la logique de la vraisemblance n'est pas toujours la meilleure au cinéma. Il y a des choses plus importantes que ça. Et donc, quand j'ai vu le décor et qu'il s'agit de réfléchir à cette scène, je me suis dit non, il faut qu'elle soit dehors, parce que tout d'un coup, ce dehors amène une dimension un peu cosmique, toute proportion gardée, mais quand même. Ce qui se dit dans cette scène a quand même à voir avec. J'ai pas envie de. Si les gens n'ont pas vu le film, je vais peut-être pas dire de quoi il s'agit exactement, mais il s'agit quand même il s'agit quand même d'une mère qui révèle quelque chose de grave à son fils autour d'une maladie. Et il y a quand même une dimension à ce moment-là qui amène le film ailleurs. Et je crois que le décor, là, tout d'un coup, il m'a semblé parfaitement adapté, à la fois parce qu'il y avait cette ligne de fuite qui nous permettait d'avoir un ailleurs et un truc beaucoup plus vaste dans lequel les personnages sont enveloppés, et puis parce que il y avait une forme d'âpreté aussi un peu dans ce décor, parce que cette ferme, elle est pas si séduisante que ça, elle est pas si aimable que ça, c'est quand même un espace un peu désolé aussi, et presque un peu désertique, le côté No Man's Land, justement. Et donc je pensais que ça donnerait une dimension plus forte à que ce contraste entre la douceur de ces personnages, parce qu'ils sont doux tous les deux, Aurore Clément et Philippe Catherine dans cette scène, mais en même temps ce qui se dit est difficile, et voilà, je pensais que le contraste entre la douceur de leur voix, de leurs gestes, et ces décors plus âpres, plus amples, plus westerniens entre guillemets, voilà, aurait un sens. Et ça c'est une décision que j'ai prise assez tôt, parce que voilà, ça m'a semblé évident. Et c'est des petites choses qui font la différence sur une séquence, je pense, parce que vraiment c'est un choix de décor qui est très important pour une séquence comme celle-là. Alors après, si on regarde la scène d'un point de vue plus vraisemblable, on est un peu dans une invraisemblance, parce que d'abord, en plus, il a fallu attendre qu'il fasse un temps à peu près correct pour la tourner, ça n'a pas été simple, parce qu'il pleuvait, alors bon, on n'arrivait pas à trouver le moment pour la tourner, et comme c'était une scène fondamentale, je voulais quand même que les acteurs... Donc on l'a tourné le dernier jour de tournage de Aurore Clément, un jour où il faisait à peu près beau, mais il y a des variations de lumière, il y a du vent, ce qui ne rend pas la vraisemblance de la scène, ça rend encore moins nette la vraisemblance de la scène, parce que normalement on ne coupe pas les cheveux. Mais tout ça, ça sert la scène finalement. C'est-à-dire tout ce qui va contre la vraisemblance finit par être
rendre la scène plus forte parce que c'est une scène qui s'élève grâce à ces conditions-là météorologiques. Là, le changement de lumière sert la scène parce que tout d'un coup, on a choisi une prise où effectivement il y avait ce qu'on appelle une fausse teinte qui arrive, c'est-à-dire des nuages qui recouvrent le soleil et qui fait que voilà, tout d'un coup la scène se termine dans une tonalité plus grave. Et puis le vent. Ce vent qui est là, comme ça, je crois que ça sert aussi la scène. Donc du coup, tout ça, c'est des choix qui tiennent à la fois un peu du hasard pour le plan, du semi-hasard, on va dire pas un peu pour la météo, mais aussi un choix important par rapport au décor, quoi. C'est très commercial ce que tu fais maintenant. Limite soupe. Bah reprends-en, ça te fera grandir. Ah, moi je mange que le beefsteak, tu sais bien. Ok. C'était peut-être un peu limité ce qu'on faisait, non? Ouais, limité. Tiens, je te propose de corser la partie. Si je gagne, ça m'a l'air bien parti. Je prends ta place. À toi les portables et à moi les projecteurs. Ça, y a pas que des avantages. Ouais. Très bien. Dans mon premier long métrage Les Invisibles, la musique avait un rôle important puisqu'elle était un des sujets du film, puisque on pourrait dire pratiquement que le sujet du film, c'était comment un morceau se construisait. Sauf que cette musique, c'était de la musique électronique qui était faite à partir du réel, à partir de son réel retravaillé, échantillonné et retravaillé. Et tout ça se nouait dans une fiction où la musique venait nourrir la fiction d'une certaine manière et vice-versa. Pour Je suis un No Man's Land, la question se posait un peu différemment. D'abord parce que le personnage était chanteur. Alors en même temps, j'avais le désir de ne jamais le filmer chantant dans son métier de chanteur. C'est-à-dire que c'est pour ça que dès le début du film, quand le concert commence, je coupe brutalement, volontairement, pour dire bon, on va passer à autre chose, c'est pas de ça qu'il va s'agir. Voilà. Donc ça, c'était un choix très très déterminé et volontaire. Et après, il y avait la dimension... Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de comédie musicale qui est relative dans le film, parce qu'en gros, il y a 3 morceaux, 3 chansons, et surtout 2 qui correspondent à ce qu'on peut éventuellement appeler la comédie musicale, qui sont quand même des choses difficiles à aborder, parce que c'est toujours très casse-gueule. Bon, je sais pas si je m'en suis bien ou mal sorti, mais enfin bon, en tout cas, je l'ai fait. Il y a un moment plus calme et plus facile, je dirais, d'une certaine manière, à mettre en scène, qui est le moment où il joue de la guitare, et il chante une chanson... à sa mère, voilà, et qui est un moment un peu onirique aussi, mais que j'aime beaucoup et qui est une autre tonalité, mais là c'est aussi une chanson, et voilà, il y a 3 chansons dans le film, donc ça c'est un aspect du film important pour moi, mais je dirais presque que l'expérience sur la musique que j'ai faite dans ce film, elle est d'un autre ordre, c'est-à-dire que c'est la première fois que je fais un film court-métrage y compris, j'ai pas une œuvre énorme, entre guillemets, voilà. Mais bon, où il y a de la musique de film déjà, à proprement parler. Alors, cette musique qui a été faite par un garçon qui s'appelle Daven Keller, qui a déjà travaillé avec Philippe Catherine, que je connaissais, et lui est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à la musique de film, parce que Philippe Catherine ne désirait pas faire cette musique, et je le comprenais tout à fait, à la fois parce qu'au fond, je crois que c'est pas son truc, et surtout aussi parce qu'il était dans le film très très fréquemment. Donc, avec Daven Keller et avec les aspects sonores, montage son, mixage, enfin avec tout ce qui est l'univers sonore du film, on a travaillé vraiment sur l'idée de composer un monde musical et sonore qui s'entremêle, c'est-à-dire que musique et son sont mêlés, mais il y a aussi des moments où on est vraiment sur des tonalités musicales assez simples et très musicales, c'est-à-dire par exemple des moments de piano, solo, il y a des moments très électro, un peu volontairement comme ça, un peu... je sais pas comment on pourrait dire, mais légèrement presque un peu psychédélique, mais à la sauce électronique. Et puis il y a des moments de musique de film beaucoup plus classiques, qui se mélangent un peu moins avec les sons naturels et imaginaires d'ailleurs. Mais enfin, tout ça participe de la même chose, c'est-à-dire comment on arrive à mettre le spectateur dans un certain état qui est celui justement d'un conte, d'une fable, d'un film un peu onirique, et comment la musique est le point presque, enfin peut-être pas le point fondamental, mais un point en tout cas très important pour mettre le spectateur en condition émotionnellement et psychiquement pour être dans cette tonalité-là, pour baigner dans cette tonalité-là. Vous n'êtes pas garde forestier, j'imagine. Non. Non, je suis chanteur. Auteur, compositeur. Ah oui, ça rigole pas.
pour le montage, quand on n'a pas la musique et les vrais, enfin ce qui va, c'est pas facile de déterminer justement les vraies durées, parce qu'au fond, moi je pense qu'on devrait monter, faudrait presque que la musique précède le montage. En tout cas, alors ça arrive parfois d'ailleurs. Et moi j'avais d'ailleurs une étroite collaboration avec le musicien, c'est-à-dire qu'il passait souvent sur le montage, il amenait des choses, il en ramenait. Bon, on essayait, et ça c'est vachement bien parce que du coup on peut vraiment travailler sur une matière et sur, enfin ça fait, pour moi la musique et le son, ça fait intégralement partie de la mise en scène. C'est-à-dire que je vois même pas comment on peut imaginer la notion de mise en scène, si tant est qu'elle ait un sens, sans parler du son et de la musique, alors que pourtant c'est très fréquent qu'on en parle sans évoquer un instant l'univers sonore d'un film. Bon, mais là pour moi ça n'a pas de sens. En tout cas par rapport au film que j'ai fait jusqu'ici, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que vraiment c'est un élément fondamental de la mise en scène, quoi. Si maman me voyait comme ça, qu'est-ce qu'elle penserait de moi? À nous voir flotter au vent, qu'est-ce qu'elle dirait maman?